heureux de vous savoir fidèle au poste, mesdames, messieurs, bienvenue. Impasse électorale au Bénin passé, le fameux appel du CIMAS qui aura donné un brin d'espoir à plus d'un. Le ciel semble s'assombrir chaque jour que Dieu fait. On aura ajouté à une crainte désormais largement partagée la posture des élus du peuple. Mainte séance tenue pour une solution parlementaire à la crise, mais toutes infructueuses les unes après les autres. La dernière en date, celle du 1er avril. Le regard aussitôt tourné vers le chef de l'État, dame déception de s'inviter à nouveau dans les débats. Et ce, quoiqu'aucune déclaration officielle n'émane pour l'heure de Patrice Talon. Aura semé les graines du pessimisme dans le cœur des plus optimistes pour une sortie de crise, le communiqué officiel ayant sanctionné le tête-à-tête entre Patrice Talon et les responsables des institutions de la République. Rencontre Patrice Talon, président des institutions de la République. L'exclusion de l'opposition entérinée. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission Débat du jour. Mais l'occasion faisant, le larron, au regard des profils d'invités que nous avons, nous ouvrirons également la brèche au sujet de cette fameuse décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'instant débat, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà, sur ce plateau, pour nous accompagner, Ralmeg Gandaro, président de l'ONG Changement Social Bénin. Ralmeg Gandaro, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Un bon moment par ici. Oui. En face de lui, il n'est plus à présenter. Honoré Naoum, homme des médias, il est le directeur de l'information de votre chaîne, Sika TV. Aujourd'hui, il a accepté apporter sa modeste contribution pour l'édification du combat démocratique qui se mène. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous et bonjour, chers amis téléspectateurs. Et merci aussi de répondre à notre invitation. Merci. Les jours passent, mais la date du 28 avril reste inchangée. Inchangée à raison, les Béninois devront aller aux urnes. La fameuse question qui taraude bien des esprits, à savoir si cette élection sera inclusive ou pas, semble ne pas avoir de réponse définitive. Mais pour d'aucuns, depuis hier, il ne faut pas se faire d'illusions. Les élections risquent d'avoir lieu avec rien que ces deux formations politiques officiellement reconnues par la Sénat. Formation politique soutenant tout le chef de l'État. D'aucuns parlent de formation privée de Patrice Talon. Le Bénin offrira-t-il ce triste spectacle au monde entier? Tous retiennent le souffle pour les heures à venir. Ralmeg Gandaro, une situation embarrassante pour bon nombre d'acteurs de la société civile, on comprend. Mais quand vous suivez tout ceci, surtout le dernier déroulement de l'actualité, que concluez-vous? Non, ce n'est pas encore le moment de conclure. Ok. Pas du tout, parce que je ne prends pas hâte. Vous ne prenez pas hâte? Non, pas du tout. Je reste convaincu que le génie béninois va prévaloir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Okay. Donc, je ne perds pas espoir, je ne prends pas acte. L'espoir, il ne faut surtout pas le perdre. Nous sommes David Ralmeg Gandaro, il vaut mieux y croire jusqu'au bout. Communiqué qui pousse certains à perdre espoir. Mesdames, messieurs, on y reviendra tout de suite. Mais avant, la réaction à brûle pour point. Honoré Naoum, vous avez suivi les derniers développements de l'actualité et avec beaucoup d'espoir aussi. Non, vous savez, quand vous observez ce qui se passe réellement aujourd'hui au Bénin, en temps normal, vous devriez parler un français de rue et dire tout simplement que les enfants s'amusent. Pour dire que c'est un spectacle qui est bien organisé. Il y a des acteurs sur scène. Je ne voulais pas les appeler comédiens. C'est pourquoi j'ai dit il y a des acteurs sur scène qui ont préparé un tableau, et un tableau qui est en train d'être présenté à ce public béninois. Et donc, on va voir jusqu'où la scène va durer, si ça va agacer, si ça va énerver, si ça va faire plaisir. Je pense qu'effectivement que les jours à venir vont nous permettre de savoir sur quelle scène nous sommes. Est-ce que nous sommes dans un pays où on chante, on vit la démocratie, ou un pays où l'autocratie s'est tout simplement installée? Vous savez, dans les autres pays qui nous entourent, quand on veut organiser une élection,
ce qui est réclamé, ce qui est toujours demandé, c'est la bonne organisation des élections. Tout à fait. Une élection libre et transparente. Ce sont les thèmes consacrés. Les thèmes consacrés. Mais subitement, vous venez au Bénin, cité en Afrique comme le pays laboratoire de la démocratie, 29 ans de pratique démocratique. Et c'est dans ce pays où on chante l'élection, où on appelle plutôt à une élection inclusive, au lieu de dire nous exigeons une élection libre et transparente. C'est un recul énorme. Et donc, j'espère bien que ceux qui sont sur scène vont revenir rapidement dans la réalité et les bonnes choses vont se poursuivre pour la vitalité démocratique. Oui, c'est un appel qu'on a entendu, mesdames, messieurs, ces dernières heures, et que tout rentre dans l'ordre. Et c'est désormais invité dans la danse une voix que beaucoup auraient bien souhaité un peu plus tôt entendre. Lui, c'est le médiateur de la République. Hier, il s'est illustré, c'était à la faveur de la rencontre entre le chef de l'État et les responsables des institutions de la République. Joseph Nyolonfon, puisque c'est de lui qu'il est question, Radmé Ganaro, a porté du temps la voix des siens. Et il a expliqué un peu ce qui se joue. Le peuple veut la paix. Le consensus attendu à l'Assemblée nationale n'a pu prospérer. Mais alors, il va falloir poursuivre les débats de l'autre côté et pendant ce temps, ne surtout pas oublier de respecter la date du 28 avril. C'est l'essentiel de ce communiqué. Mais à peine rendu public, tout un tollé. Vous comprenez la réaction des uns des autres quand on doit passer en revue un peu la portée du message? Encore une fois, je vous ai dit que je répète que je ne prends pas acte. Oui, quand il y a ce sourire-là, ça se fait beaucoup, oui. Non, je ne prends pas acte. Vous ne prenez pas acte? Non. Mais c'est un communiqué. Non, je refuse de prendre acte. Je suis libre. Oui, je refuse parce vous êtes libre de... Je suis un acteur engagé sur des valeurs et des principes depuis des années, des valeurs et principes communiqués à des plus jeunes que moi, des valeurs et principes que même des personnes qui hier étaient dans cette séance et qui alimentent actuellement la situation m'ont communiqué. Donc, je ne peux pas, je refuse de me décrocher de ces valeurs et principes qui m'ont structuré et qui ont structuré tout mon activisme jusqu'à aujourd'hui. Donc, je n'en prends pas acte, tout simplement. Ok, soit. Mais l'opportunité de se communiquer, vous en dites quoi? Non, c'est... Je crois que votre directeur, M. Honoré Naoum, a tout dit. Je préfère sa touche d'humour, c'est-à-dire je préfère imaginer que je suis dans une fiction et que quand... Je ne peux pas prendre acte d'une fiction. Ok, on vous comprend, mais Honoré Naoum, si vous continuez par caricaturer un peu ce qui s'est passé de la sorte, on est quand même en droit de vous demander, vous avez observé ce qui était en salle, n'était pas, si vous pouvez les considérer comme des acteurs, mais l'œil était quand même très sérieux, serein, et une concentration exceptionnelle. Peut-être pour certains, ça traduisait déjà la solennité de l'événement, mais aussi du message qui devrait en sortir. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est une fiction. Vous savez, on a dit qu'à l'initiative de leur coordonnateur, oui, le coordonnateur qu'on ne connaît pas, des institutions de la République constitutionnalisée, élargie à qui déjà? Aux médiateurs. Non, élargie aux médiateurs de la République. Et curieusement, c'est ce médiateur-là qui est élargi, ou bien le regroupement des commissions, ça fait même rire. Des institutions sont élargies et dans l'élargissement, on retrouve le médiateur de la République. Qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent. Et que subitement, c'est lui qui se fait appeler porte-parole. Pourquoi dites-vous subitement? Non, attendez. Soyons sincères avec vous, avec nous-mêmes. J'ai le communiqué devant moi. Ça, c'est le communiqué, ça. Et ce qui a été fait là, c'est quoi? On a rassemblé les chefs des institutions. Il y a eu échange.
Mais au moment où l'intéressé en question lisait ce communiqué, est-ce que vous avez vu les autres présidents d'institutions derrière lui? Non, parce qu'ils ont certainement pris hâte. Ils ont pris hâte et ils sont partis, ou bien ils sont restés là et lui, il a livré le communiqué. La seconde aberration que vous allez voir sur ce document, on part à une rencontre. Donc ça veut dire que les présidents d'institutions, en allant se rassembler pour échanger, ils sont partis avec leur ordinateur et leur imprimante. Ils sont rentrés en salle, ils ont discuté, et les présidents d'institutions ont saisi leur test, ils l'ont imprimé, et ils ont dit, venez journalistes, venez, on vous livre un communiqué. Et quand on a fini de rédiger ce communiqué-là, celui qui l'a rédigé n'a pas eu la présence d'esprit d'écrire le nom de celui qui va lire ce communiqué-là, de taper, comme on a tapé tout le test, et c'est le président, le médiateur, il n'est pas président, c'est le médiateur Joseph Yolonfon qui prend le communiqué et qui écrit son nom au bic, qui écrit la date, qui écrit porte-parole, et il vient et livre ce communiqué. Vous voulez dire que le test manque Regardez ce de preneur? papier. Non, soyons... Moi, j'aime dire les choses simplement. Est-ce que ce papier-là, ce qui est écrit sur ce papier, peut déterminer la vie politique de toute une nation? C'est une grosse interrogation. Ce qui est écrit sur ce papier en noir, avec le bic bleu de Joseph Yolonfon, j'ai l'impression que les Béninois vont réfléchir 1001 fois avant de prendre le nom Joseph. J'ai l'impression que le prénom Joseph nous crée des problèmes. Comment ça? Pourquoi je le dis? Vous savez, par exemple, on est au cours d'un processus où les gens attendaient d'aller déposer leur dossier et subitement, un Joseph de la République prend une décision et qui dit que il faut sortir quelque chose qu'on appelle certificat de conformité. Et avec cette décision-là, il y a tous les partis de l'opposition qui ont été écartés. C'est comme on vous dit d'aller, comment dirais-je, vous achetez votre ticket pour aller suivre le spectacle dont on parlait tout à l'heure. Oui. Arrivé à la porte, le portier confisque votre ticket, vous commencez à crier et le portier dit à tous ceux qui étaient là que vous refusez d'entrer. C'est vous-même qui refusez d'entrer. Sans le ticket, est-ce que vous pouvez rentrer? Non. Donc, on a confisqué les tickets des partis de l'opposition. Aujourd'hui, on proclame à la face du monde que les gens ne veulent pas aller aux élections. Quelqu'un qui ne veut pas aller aux élections, est-ce que la personne se pointe à la Sénat pour déposer son dossier? On peut citer un exemple. Vous prenez l'UDBN, vous prenez, comment dirais-je, l'USL qui ont déposé leur dossier. Malgré qu'ils n'ont pas eu leur récépissé, ils se sont pointés. Parce que c'est des partis qui existaient déjà. Donc quand vous retrouvez dans une ambiance pareille, vous devriez également vous référer au passé. Si vous le permettez, je me réfère rapidement au passé pour dire l'origine du mal. On était tous là en train de suivre l'actualité quand, subitement, la mouvance présidentielle dit qu'il faut mettre tous les partis ensemble pour former des blocs, pour former ceci, chaque des partis politiques, ils ont tout dit. Et subitement, cette mouvance présidentielle dit à l'opinion publique, nous on veut créer 2 formations politiques pour soutenir le chef de l'État. Voilà les conséquences aujourd'hui. Parce que tout simplement, si on n'avait qu'une seule formation politique pour supporter le chef de l'État, ça veut dire que c'est une seule liste qui sera validée aujourd'hui. Les gens vont dire, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Vous remettez là en cause en parlant ainsi la fiabilité des dossiers fournis par la Sénat, parce que c'est la Sénat qui a fait l'arbitrage. Oui, vous allez peut-être nous sortir l'expression. Si vous voulez encore retourner au passé, je vous dis ceci. Quand les déclarations ont commencé après la publication de la liste pour dire que la Sénat n'a pas bien fait son travail,
qu'on a des reproches pour tout le monde. Certains même ont envoyé un huissier qui a été rejeté. Rapidement, le président de la Sénat est sorti pour dire non, 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 non. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a eu des problèmes partout. Mais à certains niveaux, c'est des fautes mineures. Donc, la Sénat, c'est là où il va. J'ai vu la photo du président de la Sénat au cours de cette rencontre, la photo qui a été publiée. Je l'ai vue, malheureux. Et j'ai vu plusieurs présidents d'institutions constipés. Parce que tout simplement, je ne sais pas s'ils ont été terrorisés au cours de la séance. Justement. Mais je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris comment des sages, on peut les appeler ainsi, des sages de la République, se donnent à ce spectacle. Je ne sais pas comment Joseph Diogbenou a pu prendre Joseph Yononfo a pu prendre son stylo pour signer ce document. Mais je pense qu'il va emporter l'entière responsabilité tout au long du temps qui reste à passer sur cette terre. Bon, parce que c'est la seule chose que je puisse dire, parce que ça sort de l'ordinaire. Ce qui est un certain, médiateur oui. qui prend position. Vous comprenez ça? Un médiateur qui prend position. Officiellement, Honoré Naoum et chers invités, vous devez être d'accord. Joseph Yononfon, c'est vrai que le document un peu pêche par l'absence des signatures des autres responsables d'institutions qui étaient là. On peut s'interroger sur ce qui s'est passé, mais il dit porter la voix des autres. Et Radmel Gandaro, sur la question, je comprends un peu votre position, très embarrassé vous êtes, mais alors, une signature qui vient comme ça, au bic bleu, dans vos différentes rencontres, ça n'arrive pas de temps à autre et les autres se rattrapent pas la suite. Je ne comprends pas pourquoi vous souriez beaucoup ce matin. Là. Non, en fait, je suis un peu triste et j'essaie de créer le contraste. Okay. Vous savez, nous avons eu l'occasion, des collègues et moi-même, de rappeler au chef de l'État que la légalité peut consacrer le pouvoir, mais c'est la légitimité qui le conforte. C'est la légitimité qui renforce le pouvoir. Et même l'élection, par définition, c'est vraiment la quête de la légitimité. Donc plus que jamais, ce qui devrait structurer le processus, les démarches au niveau des responsables d'institutions, c'est la légitimité, c'est la quête de la légitimité. Les lois dont il s'agit sortent de personnes qui construisent en fait cette légitimité-là. Donc ces personnes peuvent à tout moment en fait déconstruire ces lois pour maintenir en fait la légitimité. La légitimité qui fait la démocratie. La légalité peut oui faire l'état de droit, mais c'est la légitimité qui fait la démocratie. Donc je crois que je n'ai rien franchement à prendre ou à rappeler aux personnes qui étaient assises hier. C'est pour ça que je dis que de la réalité que je leur connais et de leur vitalité d'esprit, les uns et les autres, je crois que dans la réalité, ce papier n'existerait pas. Dans la réalité. Ça n'existerait pas. Donc, je continue toujours, j'aime bien le style de M. Naoum, je continue d'imaginer que nous sommes là dans une salle de théâtre. Et j'espère juste que finalement, le public ne va pas piquer une crise de colère. C'est ce que j'espère, c'est tout. Donc, dans la réalité, avec les acteurs qui étaient assis hier, ça là ne devrait pas sortir. Bon, je ne vais pas assez spéculer comme M. Naoum, mais il a été très loin, mais c'est vrai. Donc je pense qu'ils sont tous déçus de ça. Et pour le respect que je leur dois et pour le CV de chacun d'eux, ils sont tous au-dessus de ça. Et moi, j'ai un profond respect pour chacun d'eux. Et je pense qu'ils sont au-dessus de ça. Et je pense aussi que le chef de l'État lui-même, les prochaines heures, va s'élever au-dessus de ça. C'est pour ça que je dis que je garde espoir et je suis optimiste. Le chef de l'État... C'est pas le Bénin, c'est pas nous ça. C'est pas le Bénin. Donc il va s'élever. Vous l'espérez de Il va tout s'élever. cœur. Eh bien, lorsque vous rencontrez des hommes aussi à aviser, qui sont à des niveaux de responsabilité plutôt très critiques et que vous en arrivez à ces résultats, si vous devez conseiller vraiment le chef de l'État, vous tenez le même propos. Nous l'avons, c'est pour ça que je vous ai dit que nous avons eu l'honneur, et c'est peut-être de le remercier s'il nous suit. Nous avons eu l'honneur et l'opportunité de lui dire ce que nous pensons. Et je pense qu'il sait très bien ce qu'on attend de lui. Et au-delà des intérêts autour de lui, au-delà de toutes les nouvelles théories qui ne sont enseignées nulle part, mais qui sont agitées, je pense qu'il va revenir à l'essentiel.
Et moi, je ne peux pas espoir. Il a toute notre confiance et je pense qu'il ne va pas la trahir. Et que les prochaines heures et les prochains jours, il prendra la décision la bonne. Tout est régulable. Je pense que certains universitaires lui ont servi des recettes, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, sur lesquelles, à lui seul, il pourra prendre ses responsabilités. Et il le sait, et nous l'a exprimé. Il sait très bien que le niveau de responsabilité est beaucoup plus accru sur lui que sur tous ceux-là qui l'entourent, tant au Parlement que dans les institutions, pour ceux qu'il a placés. Donc, il a une forte responsabilité. Il joue en fait son image. Vous savez, nous avons été reçus par les missions qui ont été ici dernièrement. Je veux parler du gouvernement des Nations Unies au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Mais il a consulté tous les acteurs. Je pense qu'à l'occasion de cette consultation, il a dit un truc très important. Il dit non, vous n'êtes pas en crise, votre pays, non, c'est juste qu'il note simplement que nous sommes un pays qui fouille l'expertise à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique. Et donc, lui n'a pas de doute que nous allons nous en sortir. Et il est parti avec de très bonnes notes d'espoir, ce monsieur. Et de son expérience, du poids de son âge. Et il n'a pas désespéré. Pour lui, c'est que nous sommes un pays de personnes qui, avec ce qu'ils produisent pour l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest, devraient pouvoir s'en sortir. C'est vrai, je suis d'accord avec lui pour ce que nous sommes. Je n'ai jamais cru la théorie des aides de compétences. Je n'ai jamais accepté ça parce que je sais ce que chacun de nous vaut quand nous sortons du pays, ce qu'on apporte aux autres et ce que nous essayons de construire au quotidien. Donc, je ne veux pas sous-estimer la capacité novatrice des Béninois. Et je le rejoins et j'estime que le génie béninois que le chef de l'État incarne en premier va triompher les prochaines heures. Je garde espoir et je pense que le rideau tombera par rapport à cette scène. Patrice Talon, le seul élu pour conduire les rênes du Bénin pendant 5 bonnes années, 3 pratiquement de déjà passés, 2 encore en vue. Honoré Naoum, c'est à lui qu'il revient de prendre les ultimes décisions pour conduire le Bénin là où il faut. Pensez-vous que face à tant de pression des élus, le soutenant qui demande à ce qu'on y aille, qu'on s'en tienne à la légalité essentiellement, des responsables d'institutions de la République qui pensent que bon, demain on pourra revoir les choses, votre vis-à-vis qui aujourd'hui rappelle au chef que la légalité oui, mais la légitimité très importante pour solidifier les acquis démocratiques. Patrice Talon parviendra à couper vraiment la poire en deux. Je suis navré de vous dire que en la matière, moi, je n'ai pas réellement confiance. Pas réellement confiance. Réellement confiance, non. Quelles sont les données qui font douter? Vous savez, il faut étudier le personnage que vous avez en face de vous. Parce que c'est ça qui vous donne la capacité de maîtrise de votre espace. Quand vous n'étudiez pas ceux qui sont autour de vous, quand vous n'étudiez pas votre vis-à-vis et que vous vous mettez devant lui sans précaution, ça pose problème. Vous savez, le véritable problème que nous avons dans tout ce parcours, cela a un point de départ. Ce point de départ, c'est le rejet de la révision de la Constitution. Mais le président que nous avons, le président de la République, n'est pas préparé en réalité pour vivre les échecs. Parce qu'il a eu un parcours d'acteur économique, il a gagné sur des terrains, il se fait appeler compétiteur né, et donc jusqu'à présent, il n'a pas conçu, il n'a pas appréhendé, il n'a pas encore cerné les contours de l'échec de la révision de la Constitution de notre pays. Donc cela étant, ça lui pose un problème. Parce que ce qui s'est passé là, autour de la recherche du consensus, il y a eu une seule phrase. Laquelle? Si vous voulez qu'on vous permette d'aller aux élections, acceptez qu'on révise la Constitution. C'est tout le problème. Lui, personnellement, ne l'a pas dit. Ah ben dis donc, vous ne l'avez pas suivi. Oui, il a c'est dit lui si qui on a donné... lui offre qu'il ne refusera pas. Attendez. Il dit, vous devriez faire en sorte, je le cite pas mot pour mot, oui. Vous devriez faire en sorte que la compétition ait lieu, que les partis d'opposition puissent participer aux élections parce que ça ne nous honore pas. Si ça doit vous poursuivre jusqu'à la révision de la Constitution, je suis preneur. Il a dit si.
Il a dit si. Mais c'est lui qui a lancé l'alerte. Et donc, ses partisans disent, nous, on ne fait pas de proposition. Mais arrivé à l'Assemblée nationale, une proposition surgit, une proposition sans père, sans mère, sans sœur ni frère. Jusqu'à présent, personne ne sait celui qui a fait cette proposition. Mais c'est la révision de la Constitution. Et on dit, si vous n'êtes pas d'accord pour la révision, il n'y a pas de consensus. Et c'est comme ça que le consensus est mort. Et vous avez vu même des professeurs d'université, des gens qui enseignent le droit, des sachants, qui vous disent, bon, le consensus est mort, on y va avec les tests. Allez-y, organisez les élections avec les 2 blocs qui soutiennent le président de la République. Mais quand j'écoute tout ça, en fait, c'est comme si tu sors d'un sommeil et tu te dis, mais on est où là? Pour ne pas stigmatiser, on ne va pas citer de pays. Mais tu te réveilles, tu te dis, mais bon, on est où? C'est notre Bénin là, toujours là. Le Bénin là, vert, jaune, rouge. Bon, maintenant tu te réveilles, tu te dis, bon, tout ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas tout simplement parce que vous avez vu dans ce pays, le président Boni Yayi a organisé une élection, on lui a dit que c'est un chaos chaotique. Mais il n'a pas compris. Vous avez vu tout ce qui a suivi après. Ce mandat-là a été saccagé. Ce mandat a été saccagé. Parce que le Bénin, comme on le dit, c'est un pays qui a une âme. Et quand vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art, le silence du Béninois est parlant. Le silence du Béninois est profond. Et ceux qui s'amusent à poser leur signature, parce que moi, je n'engage pas les autres présidents d'institutions par rapport à ce document. Je ne les engage pas. Et je regarde droit dans les yeux de Joseph Yon-Lofon, le médiateur de la République. Il a commis une faute grave. Ce n'est pas une faute mineure, c'est une faute grave, une faute lourde, en apposant sa signature sur ce document-là, et qu'il a publié, il a osé le lire face à la communauté nationale et internationale. Un médiateur. On aurait pu assister à une rencontre entre les médiateurs qui réfléchissent, qui vont dire, OK, le consensus a échoué au Parlement, on l'a constaté. Nous, on prend l'engagement d'inviter les acteurs en cause pour une réunion de concertation à un niveau donné, pour dire, vous avez l'obligation de trouver le consensus. On ne dit pas ça. Il fait son communiqué, il dit, toutefois, il invite l'ensemble des acteurs à poursuivre résolument le dialogue pour améliorer la qualité des tests en vigueur pour la perspective des échéances ultérieures. Donc, donner le Parlement gratuitement au président Patrice Talon. Il contrôle tout le Parlement. Il choisit ses députés. Vous pouvez aller choisir après vos maires, vos conseillers à la base. Mais pour l'instant, on a du lourd, on a du sérieux pour le président Patrice Talon. Ça ressemble à quoi? C'est pas le Bénin, ça. Vous voulez donc que 83 députés se retrouvent à l'Assemblée nationale pour dire, oh, yeah, Patrice Talon, bravo Patrice Talon, tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu fais est joli. On n'a pas cette configuration-là actuellement. Mais vous savez tout ce qu'on a vécu dans ce pays. La précarité de l'emploi qui a été installée. En 10 jours, en un an, pour faire grève au Bénin, pays de Béhanzin, de Glélé, Akaba et autres. Et les gens sont tranquilles dans leur fauteuil. Il y a des gens qui disent le consensus est mort, allez-y. Allez-y avec quoi? Avec 2 listes de chefs de l'État là pour faire élection au Bénin. Moi, j'attends de voir. Oui, ils sont nombreux. On va comme se vous. réveiller de notre fiction bientôt. Oh, ils sont nombreux, en tout cas, comme Oui. vous, Honoré Naoum et Ahmed Gandaro, attendent de voir ce que les prochaines heures offriront. Et jusqu'à la dernière minute, oui, il ne faut Avec pas espoir. vraiment perdre espoir, Ahmed Gandaro. Avec espoir. Mais alors, quand on connaît, vous vous êtes dit que ce n'est pas la peine de trop insister, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser quand même la question. C'est au bout d'un casting, même s'il y en avait qui ont reproché beaucoup à ce casting, que Joseph Yon-Lofon a été retenu. Un homme d'un parcours certain, mais aussi d'un âge certain. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme a manqué une occasion, une grande, de faire peut-être ses au revoir au peuple béninois?
fond, vous savez, sur cette question précisément, sur, disons... Elle est très embarrassante, l'objet nous le savons. du débat de ce matin en partie, de toute façon, on reviendra à la Cour comme vous Oui, l'avez annoncé. tout à l'heure même. C'est-à-dire, j'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup à développer. C'est d'ailleurs la première fois que, incidemment, je me retrouve à me prononcer sur le processus électoral. Et j'aurais beaucoup à dire. Mais vous gardez de le faire. Je me garde de le faire parce que pour l'instant, je suis en plaidoyer et j'espère que le chef de l'État nous écoute. J'espère qu'il nous écoute et j'espère qu'il prenne la responsabilité qui est la sienne, telle qu'il l'a mesurée le 6 mars quand il a parlé. Le 6 mars, c'est lui-même qui a dit que ce n'est pas possible qu'il y ait des élections unicolores, qu'il y ait des élections inclusives. Même si des charlatans autour de lui lui ont fait comprendre qu'avec les deux partis qui le soutiennent, qu'il y a inclusivité et que ça fait pluralisme. Mais je pense qu'il a un esprit plus élevé que ça et qu'il comprend mieux les choses. Quand il nous a reçus, j'ai senti en lui aussi la hauteur d'esprit. Donc je pense qu'il va se libérer de tout ce qui a comme pression autour pour les prochaines heures, les prochains jours, prendre la décision la bonne. Les gens lui ont indiqué la voie à suivre. Les gens lui ont indiqué la voie à suivre pour, à titre exceptionnel, revoir la cadence électorale pour que nous sortions d'impasse. Et je pense qu'il n'est pas sourd. Je pense qu'il prendra ses responsabilités. Donc pour l'instant, je ne suis pas en décryptage. Je décrypterai au besoin, mais je vais écrire. Ne vous en faites pas, vous serez invité, mais lorsque vous parlez de charlatans, je suis sûr, ils seront nombreux à m'en vouloir, à ne pas vous poser la question. Est-ce que ça a été tout à l'heure juste un lapsus de votre part en parlant de charlatans? Lorsqu'on a vu des sachants indiquer que même ces deux formations politiques, ça relève de la pluralité. On ne parle plus, en fait, on n'est plus en sciences politiques, on n'est plus dans les essentiels enseignés par Montesquieu, par Rousseau et consorts. Mais quand même, on peut, avec sa toge, on peut, avec, comment on appelle ça, la tenue là qu'il porte quand il, je ne sais quoi, ça a plusieurs couleurs selon les grades, je ne sais quoi. Mais on peut facilement sortir de la science pour faire du charlatanisme. Donc, nous avons beaucoup de nos tyrans en Afrique qui sont entourés d'experts charlatans et qui installent à tour de rôle des pouvoirs qui sortent de toute logique de Montesquieu et de Rousseau. Donc je pense que vous comprenez de quoi je parle. Et je dis pour l'instant, nous ne sommes pas du tout inspirés à perdre notre temps sur ce que les gens agitent dans la masse. Mais nous avons un seul interlocuteur, nous avons une seule cible à laquelle nous nous adressons. C'est le président de la République qui nous écoute et qui, je crois, aussi reçoit beaucoup de messages d'autres personnes et d'autres acteurs importants, tant nationaux qu'internationaux, qui lui parlent. Et il prendra ses responsabilités. Moi, je garde foi et puis je compte sur lui. Le Bénin, sous les feux de la rampe, élection législative oblige, mais, mesdames, messieurs, pas que ça. Il y a peu, tout un peuple a retenu son souffle autour d'une rocambolesque affaire dont le dénouement était très attendu. À l'interne, les issues n'ont pas pu être trouvées. En tout cas, il y avait comme un goût d'inachevé. À raison, le principal mis en cause a jugé utile, par le biais de ses avocats, de toucher des instances habilitées au plus haut niveau à pouvoir trancher de l'affaire. En son temps, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est saisie de ce dossier par la démarche, bien entendu, des avocats en question. L'issue, on la connaît tous. Je vais retourner d'abord vers le changement social bénin. Ralmé Ganaro, vous avez suivi un peu le délibéré, je parle ainsi, un peu le délibéré de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport à ce dossier qui aurait souillé tout un peuple, toute une nation. À l'arrivée, vous vous dites, le Bénin encore et toujours du chemin à faire. Oh, je ne veux pas parler de souillure. Vous savez, vous m'avez invité justement sur la question parce que je préside une organisation, Changement Social Bénin, qui, depuis 2014, est point focal de la coalition pour une Cour africaine efficace. Nous avions mené le plaidoyer pour que le Bénin ratifie le protocole de Ouaga, ayant créé la Cour, et que depuis 2016, le Bénin accepte que ses citoyens puissent saisir la Cour conformément à l'article 34.6 du dit protocole. Donc, pour nous, ça avait beaucoup d'émotions aussi de gêne que de constater en fait que oui, nous avons eu un premier recours et le premier recours traité par la Cour soit un recours vraiment de grande envergure avec, c'était une pure patate chaude. Mais l'esprit en fait de ces juridictions, vous savez, le Bénin a annexé à sa constitution la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ces mécanismes juridictionnels viennent juste en fait recadrer les États par rapport à leurs pratiques, de leurs engagements relativement à ces conventions.
Le Bénin, disons, on peut le classer au-dessus de tous les pays africains, vu la manière dont nous avons assimilé cette charte en la naissant à notre Constitution, et aussi par rapport à l'article 147 de la Constitution. Je dois dire que, vraiment, au plan juridique interne, nous avons suffisamment assimilé les outils de cette Cour-là. Et donc, c'est à juste titre qu'on ratifie ce protocole, c'est à juste titre qu'on permet aux citoyens d'aller devant cette juridiction, au cas où les juridictions nationales ne feraient pas suffisamment le travail qui est le sien en ce qui concerne les principes et valeurs promus par cette charte. Et nous aurions aimé vraiment que les dossiers connus par cette Cour soient des dossiers qui marquent des arrêts de principe. Des arrêts de principe sur les questions, disons, importantes. Parce que j'ai eu l'impression que l'État béninois pouvait se passer, on pouvait se passer de ce procès-là. Vous voyez, j'étais de ceux-là qui pensaient, lorsque l'homme d'affaires Sébastien Adjavon a saisi la Cour, et d'ailleurs de discussions avec des personnes associées au dossier dans les deux camps, il y a environ un an, on était conscient de ce que c'était un dossier perdu d'avance pour l'homme d'affaires, parce qu'il y a des éléments de recevabilité sur lesquels il était mal parti. C'était une requête mal partie. Mais lorsque vous êtes citoyen et puis vous ne voyez pas la suite, que ce dossier retrouve crédibilité, que ce dossier retrouve renfort, soutien, pas parce que le dossier était forcément bien coxé, parce que justement des faits de gouvernance législative, parlant des réformes législatives, des faits de gouvernance judiciaire, en un mot des faits de gouvernance publique, que dans la foulée procédurale, le contexte donne du prétexte au dossier, finalement. Et que pour finir, l'homme d'affaires se retrouve gagnant et que l'État se retrouve condamné. Je pense que pour nous activistes qui travaillons sur ces questions-là et qui espérons que les citoyens aillent vraiment devant ces juridictions, c'est pas pour ces gens c'est des banalités, ces questions, très sincèrement. Et on a eu l'impression, sincèrement, d'une procédure de part et d'autre aveugle. On pourrait se passer de ça. Donc, Sébastien Adjavon, pour moi, a gagné un dossier dans des conditions dont l'État est entièrement responsable. Vous voyez. Or, nous aurions aimé que ces cours-là rendent des décisions sur des questions de principe. En tout cas, le Bénin, dites-vous, partie prenante de la décision. Mais on peut retenir, parce que c'est ça. Moi, pour ma pratique de ces instruments et de ces mécanismes, je n'ai pas appris grand chose. Si ce n'est juste constater en fait que la juridiction a rappelé à mon État l'essentiel qu'il était censé connaître, l'essentiel qu'il était censé mettre en application, l'essentiel dont il était garant. Donc, ce n'est pas d'utilité. On n'est pas censé, on ne peut pas être fier de voir en fait que le minimum dont un État juridiquement souverain, entre griffes, parce qu'il y a un portail, juridiquement entre griffes, souverain, et au plan juridictionnel, souverain, l'essentiel qu'un État devrait mettre en œuvre et devrait comprendre qu'il ne puisse pas le faire et qu'on Ralmeg Ganaro, on va revenir plus amplement sur ce dossier, ne vous en faites pas. Honoré Naoum, je ne vais pas demander votre avis d'ensemble. Parlant de ce dossier, il y a dans ce dossier deux grands volets. Il y a un volet de cette affaire, 18 kg de cocaïne, mais il y a aussi un aspect média. Et c'est là-dessus que j'aimerais avoir votre avis. Vous m'en voudrez pas de demander peut-être de façon superficielle votre regard d'ensemble sur le dossier, mais de façon spécifique, il y a eu la question relativement à deux organes. Il s'agit de SICA et de Soleil FM. Une décision qui, pour certains activistes, vient plutôt bien à propos. Comment peut-on apprécier la portée surtout de cette décision-là? Non, si... Sur ce volet, de façon précise, parce que vous m'éloignez donc du cas général. Oui. Parce que le cas général, vous savez, quand un État perd devant un citoyen, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais c'est ce qui est étonné, Si un État perd devant un citoyen, ça veut dire que l'État doit se reprocher beaucoup de choses. Parce que quand même, un État, c'est tout un dispositif. Et qu'un citoyen vous traduit devant les juridictions internationales et qui gagne le procès, avec tout ce qu'on a entendu comme décision là, je pense quand même que notre pays devrait se poser des questions et les hommes de droit et autres, les gouvernants, devraient donc se regarder dans la glace et dire plus jamais ça. J'espère bien m'en arrêter là sur le plan global. On y reviendra. Plus jamais ça, parce que ça n'honore personne.
On a un pays à défendre, on a des couleurs à défendre. Alors là, quand on revient donc sur ce volet-là, concernant les médias et concernant Sika TV, il faut le dire, on doit pouvoir pousser un ouf de soulagement. Parce que quand vous êtes une chaîne internationale, vous couvrez un certain nombre de pays en Afrique, et un pays se lève pour dire « je ne veux plus de cette chaîne dans mon pays », et c'est ce qui s'est passé, les autorités ont décidé tout simplement, parce que la chaîne appartient à Sébastien Germain à Javon. C'est tout. C'est tout le problème. C'était le fond. C'était le fond du problème. Parce que la chaîne appartient à Sébastien Javon, donc qui n'est pas soumis. Ces journalistes ne sont pas soumis. Et donc pour ça, on peut donc disjoncter la chaîne au Bénin. Donc c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas une chaîne béninoise. Ce n'est pas une chaîne qui répond des règles à l'interne de votre pays. C'est comme vous suivez, au Bénin, vous suivez les chaînes du Cameroun, vous suivez France 24, vous suivez d'autres chaînes. C'est de la même condition qu'on reçoit, donc par satellite, la chaîne en clair au Bénin. Mais les autorités béninoises disent du jour au lendemain. Et ce qui est plus grave, il n'y a même pas de préavis. On ne vous dit pas, bon, vous avez fait telle chose. Nous vous donnons 3 jours pour vous mettre en règle. Sinon, on vous coupe. Ça n'a pas été le cas. C'est qu'on vient, on a coupé, point. Et c'est là où la Cour a dit non, c'est pas possible. Il fallait donc donner un délai aux gens pour dire respectez ce que nous voulons. Si vous ne respectez pas, on vous coupe. On n'a pas suivi cette procédure. En gros, l'État n'a pas bien joué dans ce dossier-là. Et on espère qu'on ne va plus continuer à offrir des spectacles du genre à la communauté internationale. Ça ne nous honore pas, surtout quand on parle de médias. Oui, chers invités, je l'ai promis, on y reviendra plus amplement. Mais alors, je m'en voudrais de ne pas vous poser une question. Le peuple béninois a suivi tout ceci pour parler de ce second dossier. On dit 6 mois donnés à l'État béninois, Ahmed Gandaro, il arrive que les chefs et des autorités à divers niveaux tendent leurs oreilles vers vous pour conseiller, apprendre 6 mois pour revenir à la normalité. C'est ce qui a été demandé à l'État béninois. Que conseillerez-vous à l'État face à des décisions comme celle-là? Je ne sais pas si vous avez les archives de mon dernier passage ici. Toujours. Ça fait toujours. 3 mois ou bien 3 mois et demi, quelque chose comme ça. J'étais avec Serge Prince Aboudian. Nous avions parlé des droits de l'homme en général. Et j'avais le jour-là alerté, j'avais mis en garde par rapport au risque de l'inobservance de la décision par rapport au sursis. Ça n'a pas raté, vous pouvez réécouter la bande. Donc je pense que c'est une question de pédagogie. Nous avons ouvert la brèche et qu'on le veuille ou non, la Cour connaîtra beaucoup d'autres, déjà connaît des recours, beaucoup de recours du Bénin et connaîtra encore beaucoup d'autres. Parce que encore une fois, comme je l'ai dit, nous avons de bonne foi peut-être lancé une vague de réformes, mais avec un modus operandi qui crée le contexte et le prétexte à contestation et à contentieux. Pour les 6 mois donnés au plus haut niveau. À l'État béninois, pour les 6 mois donnés, moi je pense que l'État devait tirer les conséquences de son premier refus. Et cette fois-ci, encore que là, il y a en attente les condamnations. La décision, l'instance sur les condamnations, c'est à venir. Donc, la Cour est dans une démarche. Et j'espère que l'État est en train de comprendre la démarche de la Cour. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Honoré Naoum, qui adresse votre plus grande attente parlant de ce délai. Une décision de justice s'applique toujours. Ceux qui font des incantations, ne regardez pas ceux qui font des incantations. Même si vous résistez aujourd'hui, une décision de justice qui est sans recours, ça s'applique toujours. Si ceux qui sont là aujourd'hui refusent d'appliquer la décision, quelqu'un d'autre va l'appliquer. Oui, c'est la réalité des États, mesdames, messieurs. Oui, les faux pas de l'individu au sein d'un appareil étatique peuvent coûter énormément pour la nation. Et pour ce qui se joue désormais, il s'agit du Bénin. Honoré Naoum, en 30 secondes, si vous devez conclure cette émission. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour dire à ceux qui regardent à nouveau Sika TV au Bénin en clair. Quand on dit en clair, ça veut dire que vous ne payez pas avant de regarder avec le dispositif. De comprendre tout simplement que ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent, c'est la décision de la Cour, bien il y a entente entre ceci, ça n'a rien à voir. Rien du tout. On a donné des injonctions à notre diffuseur de couper la chaîne.
on est allé vers un autre diffuseur qui diffuse nos programmes. C'est simple. Tout simple. C'est simple. Et c'est Il y a sur pas ça que vous autre voulez conclure. analyse à faire. Donc c'est sur ça que je voudrais finir. Merci Oui. pour la disponibilité. C'était pas évident de lui mettre la main dessus. Oui, Radamel Gandaro, si vous devez conclure cette émission. Dans l'ensemble, vous avez posé 2 questions, le contexte électoral et puis la décision de la Cour. Encore une fois, le chef de l'État est la première personne interpellée sur ces 2 questions et je voudrais bien que sa crédibilité ne soit pas entamée sur l'issue de ces 2 dossiers. Merci Radamel Gandaro. Merci aussi à vous, Honoré Naoum. Merci. Chers téléspectateurs 100% Bénin, on va s'en arrêter là avec l'engagement de retrouver pas si longtemps nos invités du jour. Cette citation enfin du panafricaniste et institutionnaliste Narcisse Tometi pour fausser définitivement campagne. Tout finit dès son commencement et tout pouvoir est éphémère comme l'existence de l'espèce humaine. Alors, humilité et sagesse. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt.